Bonjour à tous, bienvenue à la Fête de la Science 2020 à l'Observatoire de Paris PSL. On va avoir plein d'activités durant toute la semaine. Une première, ce sont les ateliers avec les écoles qui se tiennent tous les jours dans la journée. Il y a également des conférences pour les jeunes le mercredi après-midi et le samedi après-midi, et des conférences pour les adultes à 21h, et enfin des visites insolites des différents laboratoires, tout ça en virtuel. Donc on va commencer ce soir par une conférence à propos des exoplanètes, ces fameuses planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et pour ça, on n'a rien de mieux que Anne-Marie Lagrange, membre de l'Académie des sciences, qui travaillait à l'Institut de planétologie et d'astrophysique à Grenoble jusqu'à récemment et qui a rejoint l'Observatoire de Paris PSL le mois dernier. Anne-Marie, bonsoir, et je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Il y a 25 ans, jour pour jour, ou presque, le 6 octobre 1995, Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève annonçaient la détection d'une planète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Si l'existence de ces planètes-là était questionnée, espérée, rêvée depuis des siècles, personne jusqu'à présent n'avait pu en apporter la preuve. La détection de 51 Pégase B, annoncée dans ce télégramme de l'Union astronomique internationale que vous voyez là, a valu le prix Nobel à Michel Mayor et Didier Queloz en 2019, l'année dernière donc. Elle a aussi ouvert un nouveau domaine d'études en pleine expansion aujourd'hui, qu'on appelle l'exoplanétologie, qui attire depuis 25 ans maintenant de nombreux jeunes chercheurs pleins d'enthousiasme et d'idées pour chercher ces fameuses exoplanètes. L'exoplanétologie, pour nous, veut répondre à plusieurs questions. D'abord, est-ce que les systèmes extrasolaires, les systèmes planétaires extrasolaires sont fréquents ? On sait qu'il y a plus de 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies. Combien y a-t-il de planètes ? On veut aussi savoir à quoi ressemblent les systèmes exoplanétaires. Est-ce qu'ils sont semblables au Soleil avec les planètes telluriques, donc avec un sol dur près de l'étoile et au-delà des planètes géantes ? Quelle est l'architecture de ces systèmes ? Est-ce qu'ils ressemblent donc au système solaire ? On veut aussi savoir, et c'est une question très importante pour nous, comment ils se sont formés à partir du gaz et de la poussière dans le milieu interstellaire, dans les nuages moléculaires. On veut savoir aussi quelles sont les propriétés des planètes, quelle est leur taille, leur masse, leur température, de quoi sont composées leurs atmosphères. Et on voudrait aussi trouver possiblement un jour des signatures de vie. Alors, quand la chasse aux exoplanètes a commencé dans la fin des années 80, on savait très bien qu'il n'était pas envisageable de faire des images de planètes. Aussi, les astronomes se sont tournés vers ce qu'on appelle les méthodes indirectes. Dans ces méthodes, on cherche à détecter et à caractériser les planètes, les effets que produisent les planètes sur leur étoile. On ne va pas voir la planète, on va voir les effets sur l'étoile. Selon les lois de Kepler, que j'illustre là, la présence d'une planète induit un tout petit mouvement, un tout petit bouger de l'étoile dans le ciel autour du centre de gravité du système étoile-planète. Le mouvement est très petit. Pour Jupiter, il est de 2 milliarcs-secondes, c'est l'équivalent d'un ballon de foot sur la Lune. Pour la Terre, c'est à peu près l'épaisseur du cheveu qu'un astronaute aurait pu oublier sur la Lune s'il n'avait pas eu de casque. De telles variations de position ne pouvaient pas être observées à la fin des années 80 et en fait elles vont bientôt l'être grâce au satellite Gaïa. Alors les astronomes donc, ont eu recours à une méthode toujours basée sur la même technique, mais utilisant cette fois-ci les variations de mouvement
les variations de vitesse, j'ai un problème. Les variations de vitesse de l'étoile par rapport à un observateur au cours du mouvement de la planète. De nouveau, le mouvement est très très petit. Pour Jupiter autour d'une étoile, il est à peu près de 13 mètres par seconde en 12 ans. Donc l'étoile va changer de vitesse de 12 mètres par seconde en 12 ans. 12 mètres par seconde, c'est à peu près 50 km/h, donc c'est quand même pas beaucoup. Et quand il s'agit des terres, c'est à peu près 8 cm/s par un an, c'est à peu près la vitesse des tortues sur Terre. Alors ces valeurs sont petites, mais elles ne sont pas inatteignables, et c'est ainsi donc que 51 Pégase B a été détecté en 1995. Peut-être le plus intéressant de cette découverte était que la planète, donc il s'agit d'une planète géante, donc avec une masse sensiblement équivalente à celle de Jupiter, orbite en revanche 100 fois plus près de son étoile que Jupiter du Soleil. Donc on ne s'attendait pas du tout à trouver une planète géante aussi proche de son étoile. Et cette découverte a mené les astronomes à revisiter les scénarios de formation des systèmes planétaires et à introduire des scénarios de migration dans lesquels cette planète géante et les autres qu'on a détectées après étaient formées loin de l'étoile et migraient ensuite suite à l'interaction entre la planète et le disque dans lequel elle se formait. Alors depuis cette découverte qui a été faite à l'Observatoire de Haute-Provence sur un télescope de 2 mètres, de nouveaux instruments ont été construits, encore plus précis, pour découvrir des planètes, cette fois-ci beaucoup plus légères et plus éloignées de leur étoile. Ainsi, l'instrument HARPS, installé en 2003 sur le télescope de 3,60 m à l'ESO au Chili, a permis de détecter des planètes de moins en moins massives, jusqu'à près de 1 masse terrestre, comme on voit ici à droite de l'écran, la signature d'une planète de 1,3 masse terrestre autour de l'étoile Proxima du Centaure. Alors vous voyez, c'est un gain énorme qui a été obtenu entre la détection, un gain de sensibilité énorme entre 1995 et 2016. Alors cette planète autour de Proxima du Centaure a suscité beaucoup d'intérêt parce que d'abord Proxima du Centaure est située très proche de nous, à peu près 4 années-lumière, et aussi parce que la planète est située dans ce qu'on appelle la zone habitable de son étoile. En gros, la zone habitable, c'est la région dans laquelle l'eau va se trouver sous forme liquide. Si elle est plus près de l'étoile, elle va se retrouver sous forme de gaz, parce qu'il fait plus chaud, et plus loin sous forme de glace. Donc, la zone habitable est une zone dans laquelle on pense que de l'eau liquide peut être présente, et ce qui est une condition, pense-t-on, nécessaire à l'apparition de la vie. Dans le cas du Soleil, la zone habitable est située à peu près au niveau de la Terre, à peu près une unité astronomique ou quelques unités astronomiques. Dans le cas de Proxima du Centaure, qui est beaucoup moins lourde, beaucoup moins massive que le Soleil, la zone habitable est située seulement à 1/20 d'unité astronomique. Donc, donc la planète tourne plus vite, elle est beaucoup plus facile à détecter qu'une planète dans la zone habitable du Soleil, d'un Soleil. Alors, la découverte du coup de Proxima du Centaure B a été très médiatisée avec des images d'artistes que vous voyez là, plus ou moins inspirées. Et il faut faire attention, quand on voit ces images, et toujours se rappeler que ce qu'on sait de Proxima du Centaure B, c'est la courbe qui est là-dessus. On n'a évidemment aucun détail sur sa surface. Alors, une étape importante a été franchie dans cette technique qu'on appelle la technique des vitesses radiales l'année dernière, avec la mise en service d'un nouvel instrument sur cette fois-ci le Very Large Telescope, un télescope de 8 mètres, toujours au Chili, à l'ESO. Cet instrument s'appelle Espresso et il a des performances encore meilleures que celles de l'instrument HARPS, qui était lui installé au télescope de 3,60 m de l'ESO.
performance meilleure en termes de sensibilité, de précision, de stabilité et évidemment il est sur un très grand télescope. Des observations très récentes publiées cette année de Proxima du Centaure ont permis une très très belle confirmation de l'existence de Proxima du Centaure B que vous voyez ici à droite sur l'image, avec une précision, comme on voit, encore bien meilleure. Et il a même aussi permis de détecter peut-être une deuxième planète qui ferait cette fois-ci un tiers de la masse de la Terre, c'est-à-dire très petit, tournant en 5 jours autour de l'étoile. Cette planète reste à confirmer, elle aurait peut-être aussi été détectée en imagerie, mais tout ça, ça reste à confirmer. Alors, la méthode des vitesses radiales s'est donc révélée extrêmement efficace pour trouver des planètes de la masse semblable à la Terre, parfois orbitant dans la zone habitable de leur étoile. Toutefois, il s'agit de planètes qui tournent autour de ce qu'on appelle des naines rouges, c'est-à-dire des étoiles de petite masse par rapport à une fraction de masse solaire. Et évidemment, un des grands objectifs de l'exoplanétologie, c'est de trouver des planètes dans la zone habitable, d'étoiles semblables au Soleil. Alors le Soleil, par rapport à Proxima du Centaure, est 6 fois plus lourd et a des propriétés physiques différentes. Il y a à sa surface des phénomènes de convection, de granulation, de taches qui font que, et d'activité qui font qui produisent eux-mêmes des variations de vitesse radiale de l'étoile. C'est ce qu'on appelle le bruit stellaire et dont l'amplitude est beaucoup plus importante que l'amplitude qu'on attend d'une planète comme la Terre à une unité astronomique de son étoile. Donc ce n'est pas encore possible de détecter des vrais analogues à la Terre avec la méthode des vitesses radiales. Il faut améliorer la connaissance de l'activité des étoiles, améliorer la correction de cette activité pour pouvoir arriver à détecter ces terres. Alors, une autre méthode s'est révélée extrêmement efficace pour détecter des planètes extrasolaires. C'est la méthode que l'on appelle la photométrie des transits. Pour cette méthode, on attend, si je puis dire, qu'une planète passe entre l'étoile et notre observateur. En passant devant l'étoile, elle va induire une baisse de luminosité de l'étoile, c'est une éclipse extrêmement partielle, et si on arrive à détecter cette petite baisse de luminosité, on pourra déduire la période de rotation de la planète, c'est-à-dire sa distance à l'étoile. On pourra déduire le rayon de la planète, qui est un paramètre très important pour nous. Alors, de nouveau, on est avec des petits nombres. Jupiter produit une variation d'éclat du Soleil de 1% tous les 12 ans, et ce phénomène d'occultation dure quelques heures seulement. En ce qui concerne la Terre, c'est encore pire, puisque c'est 1 pour 10 000 tous les ans. La variation est de 0,01%, elle se produit une fois par an, puisque la Terre tourne autour du Soleil en un an, mais le phénomène ne dure que quelques minutes. Donc on voit bien qu'il faut observer, pour avoir des chances de détecter des planètes par cette méthode, il faut observer beaucoup d'étoiles et les observer pendant très longtemps. Alors vous voyez sur la figure de droite, un schéma qui vous montre ici l'amplitude de l'occultation d'un Jupiter, ici d'un Neptune et de la Terre qui est toute petite et pour laquelle il faut donc une précision énorme pour être capable de la détecter. Alors la première détection d'une planète qui était en fait une confirmation, parce que la planète avait été détectée en vitesse radiale, a eu lieu en 1999 et elle a été faite depuis le sol. Il s'agissait d'une planète qui était assez semblable à 51 Pégase b, c'est-à-dire une planète géante tournant autour de 3-4 jours autour de son étoile. Depuis, beaucoup d'efforts ont été
dépensés pour trouver des planètes par cette méthode des transits, en particulier avec des télescopes spatiaux. Le premier télescope qui a fait ça était le télescope COROT, qui a été construit par le CNES et lancé en 2006. COROT a été suivi ensuite du télescope américain de la NASA Kepler, lancé en 2009, qui a détecté plus de 3000 planètes comme ça. Nous avons maintenant d'autres satellites sur lesquels je reviendrai plus tard. Si on veut mesurer un peu les progrès qui ont été faits depuis la première détection de transit en 1999, depuis le sol, on a encore amélioré à peu près d'un facteur 100. Vous avez ici des détections avec le satellite Kepler de 2 planètes, 2 rayons cette fois-ci, un rayon de la Terre et 1,4 rayons de la Terre qui ont eu lieu il y a quelques années. Donc vous voyez l'immense progrès qu'il y a eu depuis cette première détection, toujours parce qu'on a des instruments qui sont beaucoup plus sensibles qu'il y a une vingtaine d'années. Récemment, il a été annoncé aussi que peut-être il y avait eu la détection de lunes autour d'exoplanètes. Ce n'est pas encore tout à fait confirmé, mais c'est probable qu'un jour on en détecte et on en confirme. Globalement, le satellite Kepler a permis, je vous l'ai dit, de détecter plus de 3000 planètes. Et ce qui est extraordinaire, c'est la variété des systèmes planétaires qui ont été trouvés. Les systèmes qui ont été trouvés sont souvent avec donc plusieurs planètes et on se trouve avec des planètes avec des configurations qui peuvent être extrêmement différentes de ce qu'on voit dans le système solaire, avec des planètes géantes ou près de l'étoile et des planètes moins massives plus loin, c'est-à-dire contrairement au système solaire. On a une immense variété que personne ne soupçonnait en 1995. Alors, la recherche aussi avec la méthode des transits a été capable, donc, avec Kepler, de détecter des planètes dans les zones habitables des étoiles peu massives, comme les naines rouges dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu une annonce de détection en 2015 d'une planète semblable à la Terre, enfin de 1,6 rayons terrestres, autour d'une étoile de type solaire, mais elle reste encore à confirmer. Depuis le sol, les observations au sol ne sont pas du tout restées en reste, ne sont pas en reste, et les petits télescopes dédiés à la détection des terres dans la zone habitable des étoiles tardives en particulier se sont multipliés ces dernières années, beaucoup au Chili, en Amérique du Sud ou dans l'hémisphère sud en général. Et c'est ainsi que le télescope TRAPPIST installé au Chili à l'ESO a pu détecter 7 planètes, un système de 7 planètes autour d'une étoile TRAPPIST qui est de nouveau une naine rouge, donc de très petite masse. Et parmi ces 7 planètes, il est possible que 3 d'entre elles soient dans la zone habitable de leur étoile. Donc là encore, une belle image vue d'artiste, je précise, de l'eau sur une des planètes de TRAPPIST. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est de coupler la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits, comme ça a été fait avec l'étoile dont j'ai parlé tout à l'heure, HD 209 458. La méthode des transits nous donne les rayons des planètes, les vitesses radiales nous donnent la masse minimum de la planète. En couplant les deux informations, on arrive à mesurer la densité des planètes. Et la densité des planètes nous donne des informations sur la nature elle-même des planètes. Est-ce que ce sont des planètes de gaz? Est-ce que ce sont des planètes de type terrestre, rocheuses et très denses? Parmi les planètes de gaz, est-ce que ce sont des planètes comme Jupiter et Saturne, donc à majorité hydrogène, hélium? Est-ce que ce sont plutôt des géantes de glace comme Uranus et Neptune?
mine de rien, en étant très très loin de ces systèmes planétaires, on est capable finalement d'aller sonder leur intérieur et de savoir un petit peu plus sur la physique de leur intérieur. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de détecter en imagerie directe les exoplanètes. Et voici par exemple un petit exemple. Imaginons que le système solaire soit constitué du Soleil, de la Terre et de Jupiter, et qu'on l'observe à 40 années-lumière, donc à peu près 10 fois plus que Proxima du Centaure. À cette distance-là, l'angle entre la Terre et le Soleil est très petit, c'est à peu près 0,5 secondes, c'est l'équivalent d'un ballon de basket à 500 km. L'angle entre Jupiter et le Soleil est encore plus grand, est plus grand. Lui, c'est de 0,5, c'est à peu près arc seconde, c'est l'équivalent d'un ballon, c'est la taille d'un ballon de basket à 500, vue de 500 km. Cependant, on se heurte à une difficulté, c'est que Jupiter, par rapport au Soleil, est à peu près 100 millions de fois moins brillant dans les longueurs d'onde optiques, tandis que la Terre, elle, est plusieurs milliards de fois moins brillante. Donc on a un double problème. Les planètes sont très très proches de leur étoile et sont beaucoup moins brillantes. Donc ça pose une vraie difficulté. Si on regarde on cherche des planètes en imagerie, on va plutôt voir la lumière des étoiles. Ceci d'autant plus que quand on observe depuis le sol, avec les grands télescopes qui sont nécessaires justement pour pouvoir séparer les images, les perturbations, on est gêné par les perturbations de l'atmosphère. Les rayons lumineux des planètes et des étoiles en provenance de ces astres, à la traversée de l'atmosphère, sont déviés. Et par exemple, si vous prenez l'image d'une étoile qui devrait être une source ponctuelle, on va la retrouver très très étalée sur le détecteur. Là, c'est à l'échelle. Et le fait d'étaler la lumière de l'étoile sur le détecteur va noyer la lumière des planètes. Alors, il y a quand même des solutions. Donc, vous voyez ici la lumière de l'étoile qui noie la lumière des planètes. Il y a des solutions et qui consistent, qu'on a développées et beaucoup en France, et beaucoup à l'Observatoire de Paris et au LESIA, à l'ONERA, à l'Observatoire de Grenoble et à l'Observatoire de Marseille, qui consistent à corriger, à analyser en temps réel les perturbations de l'atmosphère pour redresser, ce qu'on appelle redresser le front d'onde et obtenir des images beaucoup plus piquées, beaucoup plus fines, avec ces systèmes qu'on appelle des systèmes d'optique adaptative. Alors voilà, vous avez ici l'image, pour vous illustrer, l'image d'une étoile telle qu'on l'observe, qu'on l'a observée avec un des 4 télescopes de 8,20 mètres au Chili. Vous voyez cette tache rouge qui est la tache d'une étoile. On la voit comme ça à cause des perturbations atmosphériques. Si maintenant on met en marche le système d'optique adaptative SPHERE, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, la même image se transforme comme ça. Ça paraît assez magique. Vous voyez que l'essentiel de l'énergie de l'étoile s'est maintenant concentré dans un tout petit domaine, et ça va nous permettre, a priori, de voir ce qu'il y a autour de l'étoile, de ne plus être gêné par la lumière de l'étoile, ou au moins de l'être beaucoup moins. En faisant ça, on gagne à peu près en contraste de 1000, on est capable de voir des objets 1000 fois plus petits, à peu près à 0,5 arc-seconde. Donc c'est, en gros, je vous ai dit, c'est la distance à laquelle on verrait par exemple Jupiter si le Soleil était à 40 années-lumière. Ça ne suffit pas encore, il nous faut encore cacher la lumière de l'étoile qui reste, parce qu'elle éblouit le détecteur, et on ne peut pas toujours voir de planète avec cette correction. Donc on ajoute ce qu'on appelle un coronographe, qui consiste à occulter la lumière de l'étoile, à faire une éclipse artificielle de la lumière de l'étoile quand elle arrive dans l'instrument. Et ça va nous permettre de voir encore mieux ce qu'il y a autour.
on va gagner un contraste d'à peu près un facteur 10, on pourra détecter des objets 10 fois plus faibles. Ça ne suffit pas encore et il va falloir utiliser, en plus de l'optique adaptative et de la coronographie, ce qu'on appelle du traitement a posteriori des données avec des ordinateurs puissants et des algorithmes astucieux. On va devoir utiliser tout ça pour gagner encore un facteur 100 qui va nous permettre de détecter les planètes les plus faciles à détecter en imagerie directe. Avec ces techniques, on a été capable on a été capable en 2004, avec Gaël Chauvin à l'Observatoire de Grenoble, on a été capable de réaliser les premières images d'exoplanètes. Alors, c'était avec un instrument qui s'appelait NAOS, qui avait été construit en partenariat entre l'ESO, l'Observatoire de Paris, l'ONERA et l'Observatoire de Grenoble. Donc nous avons vu, là vous avez ce petit point ici rouge, qui est la première des deux exoplanètes que l'on a pu observer autour d'une étoile. L'étoile est ici cachée derrière le masque. Ce qui est intéressant avec cette exoplanète, c'est qu'elle est très massive, elle fait à peu près 13 masses de Jupiter, et elle est 260 fois plus loin que la distance entre la Terre et le Soleil. Donc là, on a affaire à une classe d'exoplanètes qu'on ne connaissait pas non plus, c'est-à-dire des exoplanètes qui sont très très massives et qui sont très très loin de leur étoile. Et ça a questionné beaucoup les scénarios de formation des planètes, et on pense maintenant qu'il n'y a pas qu'une seule façon de former des planètes géantes, mais il y en a probablement deux. Et dans ce scénario-là, ces planètes pourraient se former par effondrement gravitationnel à l'intérieur du disque dans lequel elles se forment. Alors, mon objectif ce soir est quand même de vous montrer les progrès qui ont été faits depuis les premières découvertes, que ce soit avec les techniques indirectes ou en imagerie directe. Et voici des illustrations de ces progrès avec la détection que l'on a faite en 2009 d'une planète à 9 unités astronomiques, c'est-à-dire 30 ou 40 fois plus proche de son étoile que dans la première découverte. Vous voyez ici, la planète que l'on a ici serait cachée quasiment derrière le masque dans cette observation. Il s'agit de la planète Beta Pictoris B. Elle est très massive aussi, elle fait entre 11 et 13 masses de Jupiter, et elle orbite autour de son étoile à la même distance que Saturne autour du Soleil. Donc pour l'instant, c'était quand on l'a découverte, et c'est toujours la planète la plus proche imagée de façon certaine autour d'une étoile. Donc on la voit ici, on l'a observée depuis sur de longues années, depuis la découverte. On l'a observée pour suivre son orbite et la caractériser, comprendre son orbite. On a essayé de voir si elle allait passer devant l'étoile et l'occulter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et récemment, l'année dernière, en utilisant cette fois-ci la méthode des vitesses radiales, on a réussi à montrer qu'il y avait une nouvelle planète, une deuxième planète dans le système de Beta Pictoris. On l'appelle donc Beta Pictoris C. Elle se trouve, elle, à 2,7 unités astronomiques de son étoile, donc en gros à la distance des astéroïdes. Elle est un peu moins massive aussi que Beta Pictoris B. Et c'est un système finalement extrêmement intéressant parce qu'on connaît un disque de poussière autour, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 2 planètes. On avait aussi montré qu'il y avait des exoplanètes, des exocomètes autour de cette étoile. C'est un système vraiment fabuleux. Et très récemment, Sylvestre Lacour, Novak et ses collègues ont été capables de détecter la planète Beta-Pic C en interférométrie, donc de détecter ses photons et même d'en réaliser un spectre pour avoir une idée de sa température, par exemple, ou de son rayon, etc. Avec l'instrument Sphère dédié à
à la détection par imagerie directe de planètes qui a été construit et installé au Chili en 2015, toujours avec, avec un consortium, cette fois-ci européen, mais avec les mêmes acteurs français. Deux planètes ont été détectées. Celle-ci, je vous montre celle-ci, qui est particulièrement belle. Il s'agit de PDS 70b. C'est une très jeune planète géante. Et vous la voyez dans son cocon de poussière, dans lequel, le disque de poussière dans lequel elle s'est formée. Et conformément au modèle, à ce que prédisent les modèles, elle a creusé, elle a fait un vide de matière dans le disque. Elle a tracé son sillon, si je puis dire. Donc c'est une planète qui est à peu près à 25 unités astronomiques de son étoile. Elle fait à peu près 5 ou 10 masses de Jupiter. Et des observations récentes avec un autre instrument, MUSE, sur le Very Large Telescope, ont permis de montrer que cette planète était encore en train d'accréter de la matière sur elle. Et ces observations ont d'ailleurs permis de détecter une deuxième planète dans le système. Donc un très très joli système de planètes en cours de formation. Un dernier système qui a été détecté, annoncé cette année, qui a été découvert par l'instrument SPHERE. Il s'agit cette fois-ci d'un système planétaire jeune, toujours, autour d'une étoile de type solaire, et c'est les premières images de systèmes planétaires autour d'une étoile de type solaire. Ce sont des observations qui ont été faites toujours avec l'instrument SPHERE. Alors, ce qui est différent du système solaire, c'est que ces planètes-là se trouvent respectivement à 160 et à 3, qui sont désignées par les flèches là, à 160 et à 320 unités astronomiques de leur étoile, alors que par comparaison, Jupiter est à 5 unités astronomiques de son étoile. Donc vous voyez des systèmes encore très particuliers qu'on n'attendait pas, mais ce système va être important parce qu'il va permettre d'étudier finalement un analogue au système solaire autour d'une étoile de type solaire, mais dans sa jeunesse. Alors, je vais bientôt terminer avec un petit bilan des exoplanètes aujourd'hui. On a détecté à peu près plus de 4000 exoplanètes, plus de 600 systèmes multiples. On pense qu'à peu près 5% des étoiles abritent des planètes géantes et peut-être 50 ou peut-être plus des étoiles abritent des planètes telluriques. Ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est d'avoir montré déjà la diversité, l'extrême diversité des systèmes planétaires, avec ces fameux Jupiter chauds comme 51 Pégase, détectés tout près de leur étoile, qui n'ont pas d'équivalent dans le système solaire, des planètes géantes très massives et lointaines, qui n'ont pas non plus d'équivalent dans le système solaire, des super-terres, c'est une famille de planètes entre 2 et 5 masses, ou un peu plus, masses terrestres, qui n'ont pas non plus d'équivalent dans la Terre. Donc toute une faune d'objets qu'on ne connaissait pas, dont on ne prédisait pas l'existence, et qui nous mène vraiment à réfléchir à la pluralité, vraiment la pluralité des mondes qu'on ne soupçonnait pas avant. Alors, ces études-là de planètes se sont complétées par l'étude des atmosphères des planètes, et on commence comme ça à connaître un peu mieux la composition chimique de ces atmosphères. Pour l'essentiel, pour l'instant, on a étudié les Jupiter chauds ou les géantes lointaines pour des raisons de capacité instrumentale. Des atomes, des molécules sont identifiées. On a aussi identifié des poussières, des nuages dans l'atmosphère de certaines planètes. Mais on est vraiment au tout début de cette recherche, et beaucoup d'efforts vont être déployés maintenant pour arriver à bien comprendre les atmosphères des planètes. Ça m'amène vers le futur de l'exoplanétologie. Nous espérons avoir dans quelques années un upgrade, comme on appelle ça, c'est-à-dire une amélioration de l'instrument SPHERE dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'instrument Gravity. On aura de la spectroscopie pour faire des images de planètes.
On aura de la spectroscopie avec Espresso à l'ESO au Chili sur le Very Large Telescope. Pour faire des spectres, on fera éventuellement des spectres de super-Terre et de planètes géantes, bien sûr. La NASA a lancé en 2018 un petit satellite pour chercher des planètes par transit, des planètes à relativement courte période. Ça fait 2 ans qu'il fonctionne, il a déjà trouvé près de 70 planètes, il a 2000 candidats, je crois. Le Gaia sera le premier instrument à détecter de manière massive des exoplanètes grâce à la méthode de l'astrométrie, qui est, j'en ai parlé au début, une méthode qui consiste à étudier les mouvements de l'étoile dans le ciel dus à la présence de planètes. Le télescope spatial JWST qui va nous permettre de caractériser les atmosphères des planètes géantes et moins géantes dès l'année prochaine, nous l'espérons. Un autre petit satellite de l'ESA pour effectuer des recherches en transit, le satellite Khéops, qui est parti l'année dernière pour chercher des planètes telluriques en transit. Et si on regarde encore un petit peu plus loin dans le temps, après 2025, l'ESO est en train de construire un télescope de 39 mètres de diamètre, toujours au Chili, dans le désert d'Atacama. Avec ce télescope, nous espérons détecter de manière directe et caractériser des planètes de plus en plus massives, de plus en plus légères, des planètes géantes, mais aussi des super-Terres et pourquoi pas des Terres. Alors l'Extremely Large Telescope est pour nous certainement un instrument extrêmement important dans les 10 ans qui viennent. L'Agence spatiale européenne lancera un satellite plateau qui sera dédié à la recherche de Terre et de super-Terre en transit en 2025. Et elle lancera aussi en 2028 le télescope Ariel qui permettra de faire un survey, une recherche systématique en spectroscopie des planètes géantes, mais aussi des super-Terres, pour arriver à enfin comprendre ce qu'il y a dans leur atmosphère. Eh bien, je vais m'arrêter là. Merci. Bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, on a de nombreuses questions par les gens qui ont suivi la conférence. Donc, je vais essayer de les prendre dans l'ordre et je vais essayer surtout de ne pas en oublier. Donc, vous avez parlé de bêta-pic B, bêta-pic C, 51 RI B. La question se pose, comment nomme-t-on ces exoplanètes ? Alors les exoplanètes sont nommées de manière très pragmatique. La première arrivée, la première servie. Donc la première c'est la B, elle prend le nom de l'étoile suivi de petit b. La deuxième c'est la C et on continue comme ça. Très bien, merci. Il y avait une autre question qui était sur qu'est-ce qu'on peut voir quand on observe une exoplanète. Vous nous avez montré des images. Est-ce qu'on peut réussir à faire l'image de ce qui est à la surface de la planète ? Est-ce qu'on peut voir des continents, des océans, des rivières, des forêts Non, on n'en est pas capable. Voir des rivières et des forêts, vraiment les résoudre à la surface d'une Terre, ça prendra beaucoup de temps, probablement de décennies. Et donc aujourd'hui, on voit juste un point brillant. Pour l'instant, on voit un point brillant et on est déjà extrêmement content de voir que la lumière qui vient de ce point brillant, c'est la lumière de la planète. Une question à propos des transits. On nous a demandé quelle était la durée de l'occultation et de quoi dépendait cette durée ? Est-ce qu'elle dépend uniquement de la vitesse de la planète ou d'autres paramètres ? Alors la durée du transit, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la masse de la planète, pas sa masse, de son rayon, puisque c'est un effet de surface. C'est quelque chose qui passe devant le disque du Soleil. Donc plus le rayon est grand, plus l'amplitude va être grande et la durée va dépendre de la distance. Et donc pour Jupiter, c'est quelques heures autour du Soleil et pour la Terre, c'est quelques minutes. D'accord. Et donc ça rejoint une autre question qui a été posée, c'est si on ne connaît pas la distance de l'exoplanète par rapport à son étoile, comment est-ce qu'on arrive à déterminer sa taille ? Ou peut-être posé autrement, c'est comment est-ce qu'on arrive à déterminer la distance entre l'étoile et la planète
pour déterminer sa taille par transit? Alors en fait, la distance de l'étoile à la planète, elle est mesurée par l'intermédiaire de la période, puisque les lois de Kepler vont nous dire que si une planète est à une certaine distance de l'étoile, elle va tourner en un certain temps. La Terre est à 1 unité astronomique, elle tourne en 1 an. Jupiter est à 5 unités astronomiques, il tourne en 12 ans. Et c'est ça, c'est la reproductibilité du transit, du phénomène d'éclipse qui va nous dire à quelle distance est la planète. Merci. Alors, une autre question concerne ces fameux paramètres qui caractérisent les exoplanètes. Quels sont-ils et est-ce qu'on peut tous les mesurer avec toutes les techniques dont vous nous avez parlé? Alors, ça, c'est notre rêve. En fait, certaines planètes, on peut les... Il y a des planètes, les planètes qui sont très proches de leur étoile, on ne peut les observer qu'avec les techniques indirectes. Et donc, on a accès à certains paramètres. Avec les vitesses radiales, on a accès, par exemple, à la masse minimum. Avec le transit, on a accès aux rayons, mais les vitesses radiales, par exemple, ne donnent pas le rayon. C'est quand on combine les deux qu'on arrive à avoir la masse et le rayon. Et l'imagerie directe, elle va nous donner des estimations de la masse et du rayon, mais qui dépendent de modèles. Donc, ce n'est pas une estimation directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les techniques qu'on a ici pour détecter les planètes, elles sont complémentaires. Et le rêve, c'est de pouvoir notre rêve, ce serait de pouvoir observer chaque objet avec toutes les méthodes. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Ensuite, il y avait des questions sur la vie. Est-ce que juste la présence d'eau à la surface de la planète nous permet de savoir qu'il y a de la vie? On nous a parlé aussi de biomarqueurs dans le chat. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'il y a avec certitude de la vie à la surface de la planète qu'on est en train d'observer? Alors là, je suis bien incapable de le dire. Et je pense que c'est très difficile, ça va être difficile de le dire. Vous parliez de l'eau. L'eau, on pense que c'est un ingrédient indispensable à l'apparition, à l'émergence de la vie et au fait que ça puisse continuer. C'est ce qu'on pense aujourd'hui, de la même façon qu'on pense qu'il faut qu'il y ait du carbone pour avoir de la vie au moins semblable à celle qu'on connaît sur la Terre. Voilà, je ne sais plus quelle était l'autre partie de la question. Est-ce qu'il y a d'autres biomarqueurs, des choses qui nous diraient avec certitude qu'il y a de la vie à la surface? Alors, avec certitude, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on soit sûr on est sûr de rien du tout. Les exobiologistes font des modèles pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être spécifique à la vie, mais on n'en sait rien. On parle de l'ozone. Si on détectait par exemple de l'ozone, on pourrait dire que c'est un signe de vie, mais est-ce qu'on est sûr à 100% que ce soit le cas? J'en suis pas, je crois pas. Enfin, vous avez parlé de super Terre. Qu'est-ce qu'une super Terre? Est-ce que c'est une Terre avec une cape ou... Alors une super Terre, c'est une grosse Terre qui fait entre 2, 5, un peu plus fois la masse de la Terre. C'est tout. D'accord. Et enfin, une dernière question, si on peut revenir sur la présentation, sur la diapositive où vous avez montré une image de PDS-70b. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer où se trouve la planète exactement parce qu'on... Alors, la planète, je ne sais pas si non, on voit pas la souris. Vous ne voyez pas la souris. Alors, dans ce système, on voit un anneau lumineux, orangé, jaune. On voit au centre du noir, parce que c'est l'étoile qu'on a masquée, et on voit au sud-ouest, pour faire simple, on voit un objet, un point brillant, un point très lumineux brillant, à l'intérieur du disque, et c'est la fameuse planète PDS-70b. Et l'image qui est à droite en bleu représente la même scène, mais vue dans une autre couleur? Alors l'image que l'on a à droite représente le même champ, mais vue dans une raie très particulière qui est la raie H-alpha, donc une raie de l'hydrogène. Et là, à ce moment-là, on ne voit pas l'étoile, on voit l'hydrogène H-alpha qui n'est que sur la planète. Donc la planète qui était déjà connue, celle de gauche, si je puis dire,
Et l'autre planète qui a été trouvée, celle de droite, la croix montrant la position de l'étoile. Eh bien, merci beaucoup. Je vérifie juste s'il y a d'autres questions qui ont été posées depuis qu'on a... Ah, une question très intéressante. Est-ce qu'il existe des projets collaboratifs pour que les astronomes amateurs puissent aider la communauté professionnelle? Alors tout à fait, et ça existe. Il y en a beaucoup autour de l'analyse des données, en particulier des données de transit. Et alors il faut se renseigner, ou peut-être on a un moyen plus tard de mettre ça sur le web, sur le site de l'Observatoire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur soit des suivis de candidats, que ce soit des candidats, plutôt des candidats de test d'ailleurs, donc soit du suivi photométrique, les gens avec leur photomètre dans leur jardin qui vont suivre les objets et qui parfois détectent des planètes et les confirment. Et il y a aussi des projets collaboratifs sur des algorithmes pour analyser les données. Ouais. Et enfin, une dernière question. D'où vient cette lumière qui vient des exoplanètes? Est-ce que c'est de la lumière émise, réfléchie, un mélange des deux? Alors la lumière qu'on voit dans les images actuelles, c'est de la lumière émise des exoplanètes. Ce sont des exoplanètes qui sont jeunes, elles sont toutes jeunes, et elles ne se sont pas encore complètement refroidies. Et donc là, on voit vraiment la lumière de la planète elle-même émise. Avec l'Extremely Large Telescope ou d'autres télescopes, on espère voir la lumière réfléchie par la planète en imagerie. Eh bien, merci beaucoup Anne-Marie Lagrange. On va conclure cette soirée sur ces belles paroles d'exoplanètes et on vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une visite guidée d'un des laboratoires de l'Observatoire, le laboratoire l'Allemand. Donc rendez-vous demain à 18 h pour cette visite et demain à 21 h pour une autre conférence grand public. Et je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. Au revoir.